Le manoir Beaumont, perdu au cœur des collines ondoyantes du Bordelais, portait depuis 10 ans le poids d'un silence pesant, aussi dense que le brouillard matinal qui glissait entre les rangées de vignes. Jadis vibrant de rires d'enfants, de soirées musicales et d'une vie sociale brillante, il s'était refermé sur lui-même comme une coquille vide, figé dans le souvenir d'un drame jamais surmonté. Henri Beaumont, héritier d'une des plus prestigieuses maisons viticoles de la région, n'était plus que l'ombre de l'homme qu'il avait été. Son regard, autrefois vif et ambitieux, s'était terni avec la disparition inexpliquée de sa fille unique, Élise, à l'âge de 8 ans. Depuis cette nuit d'été tragique, le domaine n'avait plus connu la musique, la joie, ni même la chaleur humaine. Les domestiques avaient peu à peu quitté la demeure, effrayés par le mutisme glacial de leur employeur et l'atmosphère lourde qui semblait planer dans chaque pièce. Ce fut donc avec une certaine surprise que les habitants du village de Saint-Étienne-de-Lugdare, situé à quelques kilomètres de là, apprirent que le maître du domaine avait engagé une nouvelle employée de maison. Elle s'appelait Camille. Discrète, jeune, à peine plus de 20 ans, elle ne parlait que lorsque cela était nécessaire. Elle avait été recommandée par un prêtre de la paroisse voisine qui avait dit d'elle qu'elle était travailleuse, pieuse et digne de confiance, bien que son passé fût enveloppé de zones d'ombre. Henri, qui ne cherchait ni compagnie ni conversation, avait accepté sans poser de questions. Camille arriva au manoir un matin de janvier, dans une brume si dense qu'on distinguait à peine les contours des arbres centenaires bordant l'allée. Elle portait une valise usée et un petit sac de cuir accroché à l'épaule. À son arrivée, elle fut accueillie par Marthe, la cuisinière, l'une des rares employées à être restée fidèle à la maison. Marthe l'observa avec méfiance, mais sans hostilité. Elle avait vu défiler bien des femmes de chambre et savait que le silence de la maison finirait par les faire fuir. Camille, pourtant, semblait à l'aise dans cet environnement figé. Elle parlait peu, écoutait beaucoup et accomplissait ses tâches avec une précision presque mécanique. Elle nettoyait les vastes salons, époussetait les bibliothèques, cirait les planchers anciens et changeait les draps sans jamais déranger quoi que ce soit. Henri, de son côté, se contentait de la saluer brièvement lorsqu'il la croisait dans les couloirs, ce qui arrivait rarement. Il passait la plupart de son temps enfermé dans son bureau ou à inspecter les vignes, même en hiver. Au fil des jours, Marthe s'étonna de la régularité presque obsessionnelle avec laquelle Camille s'occupait d'une pièce en particulier, le grand salon à l'ouest du manoir. Ce salon, autrefois dédié à la musique et aux soirées familiales, avait été fermé à clé pendant des années. C'était Henri lui-même qui, un matin sans explication, avait remis la clé à Camille en lui demandant de le garder propre, au cas où. Camille s'y rendait chaque jeudi matin, restait 1 heure et en ressortait sans un mot. Un jour, Marthe la surprit en train de passer ses doigts sur les touches poussiéreuses du vieux piano à queue Steinway, comme si elle cherchait à en réveiller la mémoire. Le son pourtant ne sortait pas, elle ne jouait pas, elle effleurait. Et dans son regard, Marthe perçut une émotion difficile à déchiffrer, un mélange de mélancolie, de familiarité et d'inquiétude, comme si Camille marchait sur les traces d'une vie oubliée. Ce regard troubla la vieille cuisinière. Il lui rappela celui de la petite Élise dans ses derniers mois, quand elle passait des heures à jouer au piano avec son père, répétant les mêmes notes avec une intensité étrange pour une enfant de son âge. Marthe n'en parla pas à Henri. À quoi bon réveiller des douleurs anciennes? Pourtant, quelque chose lui disait que cette jeune fille n'était pas arrivée là par hasard. Camille, de son côté, évitait les questions. Elle se contentait d'écouter les bruits de la maison, le craquement du parquet ancien, le vent dans les cheminées, les tintements des horloges. À la nuit tombée, elle écrivait parfois dans un petit carnet qu'elle gardait près de son lit. Personne ne savait ce qu'elle y notait. Certains jours, elle y traçait seulement des mots isolés. Père, piano, vin, larmes. Marthe trouva ces mots un soir en changeant les draps, mais elle se garda bien d'y toucher. Ce n'était pas ses affaires. Le temps passait lentement, comme suspendu, dans cette maison où les heures semblaient se répéter à l'infini. Henri ne posait pas de questions à Camille. Camille ne posait pas de questions à Henri. Et pourtant, une tension imperceptible semblait croître entre eux, comme si quelque chose se préparait dans l'ombre, quelque chose qui viendrait briser le silence du manoir Beaumont. Un soir, alors que le brouillard était plus dense que jamais et que le vent soufflait fort sur les vitres, Henri rentra plus tard que d'habitude. Il avait passé la journée à Bordeaux pour une réunion du syndicat des vignerons.
Il ôta son manteau, passa dans le vestibule sans un mot et s'apprêta à monter à l'étage quand un son étrange l'arrêta net. Il venait du salon ouest, le salon qu'il n'avait plus jamais osé ouvrir depuis 10 ans. C'était une musique, une mélodie douce, familière, jouée au piano avec une précision et une émotion bouleversantes. Henri se figea. Son cœur rata un battement. Il connaissait cette musique. C'était la sienne, celle qu'il avait composée pour Élise. Henri resta figé dans le vestibule, le souffle suspendu, incapable de croire ce que ses oreilles percevaient. Les notes se succédaient avec une précision troublante, chaque accord résonnant dans l'air stagnant du manoir, comme un écho venu du passé. Il connaissait cette musique mieux que personne. Il ne l'avait jamais écrite sur une partition. Elle n'avait été jouée que dans l'intimité de ses moments partagés avec sa fille Élise, à l'époque où elle s'asseyait sur le petit banc en velours du piano, ses pieds ne touchant pas encore le sol, et où il lui montrait avec patience les touches blanches et noires. C'était leur secret, leur langage, une composition inachevée, improvisée au fil des jours, jamais partagée avec quiconque. Le cœur battant, il s'approcha lentement de la porte du salon ouest, entr'ouverte pour la première fois depuis une décennie. Un rayon de lumière filtré par les rideaux épais s'échappait dans le couloir. Il poussa lentement la porte, sans bruit, comme s'il craignait de faire fuir un fantôme. Mais ce qu'il vit n'avait rien de spectral. Camille était là, assise droite sur le vieux banc, ses doigts glissant avec assurance sur le clavier poussiéreux du Steinway. Ses yeux étaient clos. Son visage exprimait une concentration sereine, presque solennelle. Elle ne lisait aucune partition. Elle jouait de mémoire. Henri sentit ses jambes fléchir. Il dut poser une main contre le chambranle pour ne pas chanceler. Une cascade de souvenirs l'assaillit. Élise, sa voix enfantine, ses rires dans le salon, la manière dont elle insistait pour rejouer les mêmes passages encore et encore, jusqu'à les maîtriser. Cette mélodie, c'était le fruit de leurs soirées passées ensemble, de leur complicité unique. Et maintenant, cet inconnu la jouait comme si elle l'avait toujours portée en elle. Il ne dit rien. Il resta là, immobile, à observer, à écouter. Camille acheva la pièce sur une note tenue, légère, presque imperceptible. Puis elle rouvrit les yeux, tourna la tête lentement et sursauta en voyant Henri sur le pas de la porte. Elle se leva précipitamment, les joues rougies, visiblement confuses. Ses mains tremblaient légèrement. « Je suis désolé, monsieur Beaumont. Je ne voulais pas. » Henri ne répondit pas tout de suite. Il entra dans la pièce, chaque pas résonnant sur le parquet ciré. Il s'approcha du piano, posa ses doigts sur le bois, puis leva les yeux vers elle. « Où avez-vous appris cette musique ?» Camille hésita. Elle baissa les yeux, puis murmura presque à voix basse. « Je ne sais pas exactement. Je l'ai entendue quand j'étais enfant. Dans un orphelinat, je crois. Une autre fille la fredonnait parfois. Elle m'est restée. » Henri sentit une tension sourde monter en lui. Il s'avança encore d'un pas, le regard fixé sur elle. Ce n'est pas possible. Cette musique n'a jamais été jouée ailleurs que dans cette maison. Personne d'autre ne la connaît. Camille le regarda, troublée, puis détourna les yeux. Elle sembla chercher quelque chose à dire, mais aucun mot ne lui vint. Henri, lui, était bouleversé. Sa mâchoire se crispa. Il fit volte-face brusquement et quitta la pièce sans ajouter un mot. Dans sa chambre ce soir-là, il tourna en rond comme un lion en cage. Il repensait à chaque note, chaque transition, chaque nuance que Camille avait reproduite. Ce n'était pas une approximation, c'était exact. Une exécution fidèle, il en était certain. Et cette réponse vague sur une fille dans un orphelinat ne suffisait pas. Quelque chose n'allait pas. Au rez-de-chaussée, Camille était restée dans le salon, figée. Elle regardait le piano comme s'il venait de lui révéler un secret dont elle n'aurait pas voulu. Elle s'assit de nouveau, toucha quelques touches, mais n'osa pas rejouer la mélodie. Elle se contenta d'un arpège simple, distrait, puis referma lentement le couvercle du clavier. Dans les jours qui suivirent, le silence revint dans le manoir. Henri n'adressa presque plus la parole à Camille. Il l'observait en silence, avec une intensité nouvelle. Quelque chose s'était brisé, ou peut-être éveillé. Il la suivait du regard lorsqu'elle traversait la cour, écoutait discrètement ses pas dans les couloirs, se demandait s'il devait la confronter à nouveau. Mais il ne le faisait pas. Camille, de son côté, continuait ses tâches avec la même rigueur.
mais elle évitait soigneusement le salon ouest. Marthe, la cuisinière, sentit la tension mais n'en dit mot. Le manoir avait toujours été un lieu de non-dit. Ce n'était pas aujourd'hui que cela allait changer. Une nuit, Henri descendit discrètement dans la bibliothèque. Il y sortit une vieille boîte en bois posée sur une étagère haute qu'il n'avait pas ouverte depuis des années. À l'intérieur, des dessins d'enfants, quelques jouets, un bracelet en tissu rose pâle et une photo d'Élise assise au piano, son regard tourné vers lui. Il s'assit dans le fauteuil, observa la photo longuement. Il se souvenait de chaque instant de cette journée, de la lumière sur son visage, de sa voix chantonnant les notes. Il ferma les yeux et la musique lui revint, telle que Camille l'avait jouée. Ce n'était pas une coïncidence. Il en était convaincu. Le lendemain matin, il demanda à Marthe si Camille avait déjà évoqué son passé. La cuisinière haussa les épaules. Presque jamais. Elle a dit qu'elle avait grandi dans un foyer à Nice, qu'elle n'a pas connu ses parents. Mais elle parle peu, cette petite. Elle écrit beaucoup dans un carnet, mais ne se confie pas. Henri réfléchit un moment. Elle vous a parlé de musique? Non, mais je l'ai surprise une fois à fredonner dans la cuisine. C'était joli, triste, mais joli. J'ai eu l'impression de l'avoir déjà entendue, sans savoir où. Henri hocha la tête, pensif. Il savait ce qu'il avait à faire. Quelque chose en lui s'était remis en mouvement. Une ancienne blessure, jamais refermée, recommençait à saigner. Mais cette douleur s'accompagnait d'un soupçon d'espoir, fragile, irrationnel peut-être, mais réel. Ce soir-là, il monta dans son bureau, et pour la première fois depuis 10 ans, il ouvrit le dossier que les gendarmes avaient constitué après la disparition d'Élise. Les coupures de journaux, les relevés téléphoniques, les témoignages, les fausses pistes. Et il relut chaque mot, chaque nom, chaque lieu. Puis il écrivit une lettre à un vieil ami à Paris, ancien commissaire de police, aujourd'hui à la retraite. Il lui demanda une faveur, retrouver tout ce qu'il pouvait sur le passé administratif de Camille. Pas pour la dénoncer, ni pour l'accuser, mais pour comprendre. Car quelque chose lui disait que cette jeune femme ne s'était pas assise par hasard devant le piano du manoir Beaumont. Ce n'était pas une coïncidence, c'était un fil, et il était prêt à le tirer. Le lendemain de la lettre envoyée, Henri Beaumont descendit dans les vignes plus tôt que d'habitude. Il n'y avait pas dormi de la nuit. La musique, jouée par Camille, hantait encore son esprit, plus vive que n'importe quel rêve. Chaque note le ramenait à des souvenirs qu'il croyait enfouis, mais qui, au lieu de se dissiper avec le temps, semblaient avoir attendu dans l'ombre que quelqu'un les réveille. Pendant qu'il marchait entre les rangées de ceps nus, il repensait à son regard troublé, à ses mains sur le clavier, à cette justesse impossible. Il avait besoin de savoir. Pas pour satisfaire une curiosité, mais pour donner un sens à ce qu'il ne parvenait plus à expliquer. Lorsqu'Henri rentra au manoir en fin de matinée, il trouva Camille en train de réorganiser la vaisselle dans la salle à manger. Elle leva brièvement les yeux vers lui puis se remit au travail, plus nerveusement qu'à l'accoutumée. Il sentit son hésitation, sa gêne. Il prit une chaise, la déplaça lentement et s'assit, les mains croisées. « Camille, nous devons parler. » Elle se figea, le dos tourné vers lui, puis déposa silencieusement un verre dans le buffet avant de se retourner. « À propos du piano ?» demanda-t-elle d'une voix basse. Henri acquiesça. Il observa ses traits, tentant de déceler un indice, une faille, quelque chose qui viendrait confirmer cette intuition lancinante. Ce morceau, tu as dit l'avoir entendu dans un orphelinat? Oui, répondit-elle sans détour. J'étais à Nice. J'avais peut-être 8 ou 9 ans. Il y avait une autre fille, un peu plus jeune. Elle chantait souvent cette mélodie, ou quelque chose de très proche. Elle n'avait pas de paroles. Je l'ai écoutée pendant des semaines. Je crois que c'est resté. Je la rejouais en silence dans ma tête. Et un jour, j'ai trouvé un vieux piano dans une salle commune. Je l'ai retrouvé petit à petit. Henri ne dit rien pendant un long moment. Il la fixait, pensif, pesant chaque mot. Tu te souviens de cette fille? De son nom? De son visage? Camille secoua la tête lentement. Non, les souvenirs de cette époque sont flous. Il y avait trop de visages, trop de départs, trop d'arrivées. Et puis, j'ai été malade. J'ai été transféré dans un autre foyer pendant un temps. Quand je suis revenu, elle n'était plus là. Henri s'était penché en avant, les coudes sur les genoux. Et cette maladie? Qu'est-ce que c'était? Camille hésita à nouveau. Ses doigts se crispèrent sur le tissu de son tablier.
Ils ont parlé d'un choc, d'un trouble de mémoire. J'avais été retrouvé seul sur une route nationale. On m'a dit que je n'avais aucun papier, aucun souvenir de qui j'étais. On m'a donné un prénom, Camille, parce que c'était le seul mot que je savais écrire. Cette fois, Henri sentit un frisson remonter sa colonne vertébrale. Il se leva lentement. Il se souvenait trop bien. Élise aussi écrivait souvent ce mot sur ses dessins, Cam, un diminutif qu'il croyait être une invention d'enfant, une manière de signer et de jouer avec les sons. Cela devenait trop précis pour être le fruit du hasard. Il sortit sans dire un mot de plus, la laissant seule dans la salle à manger, le regard perdu. Il retourna dans son bureau, saisit son téléphone et contacta l'ancien commissaire à qui il avait écrit. Il exigea qu'on retrouve les dossiers du foyer de Nice, les dates, les transferts, les noms. Tout ce qui pourrait relier cette Camille à Élise. Pendant les jours qui suivirent, Henri resta reclus dans sa chambre ou au domaine, silencieux, nerveux. Il sortait rarement, répondait à peine aux employés. Marthe, de plus en plus inquiète, essaya de sonder Camille. Mais la jeune femme restait tout aussi fermée, comme si une digue s'était rompue en elle et que quelque chose menaçait de déborder. Un soir, alors que Camille rangeait la bibliothèque, Henri entra sans prévenir. Il portait un dossier en main et son visage était fermé. « J'ai contacté un ami à Paris. Il m'a envoyé ce qu'il a trouvé sur toi. » Camille se redressa lentement, son regard passant de la couverture cartonnée aux yeux de l'homme. « Et qu'avez-vous découvert ?» Henri ouvrit le dossier, en sortit une feuille qu'il lui tendit. « Tu as été retrouvé sur la nationale entre Bordeaux et Libourne. Seul. C'était en mars, il y a 10 ans. Aucun témoin. Aucun indice. Tu avais été signalé à la police par un routier qui pensait que tu avais fui une maison. Tu étais désorienté. Tu ne parlais presque pas. Tu écrivais seulement « Cam ». Camille prit la feuille, la lut en silence. Son visage resta impassible, mais sa main tremblait. « Cela veut dire que j'étais ici, avant ?» Henri fit un pas vers elle, son regard plongé dans le sien. « Cela veut dire que ce n'est pas impossible, que tu pourrais être Élise. » Il n'osa pas dire le nom à voix haute. Pas encore, pas tant qu'il n'aurait pas de preuves irréfutables. Mais la direction était désormais claire. Camille ferma les yeux un instant, puis les rouvrit lentement. « Je ne sais pas quoi penser. Je n'ai pas de souvenir d'ici. Je n'ai que cette musique. C'est tout ce que je reconnais, c'est tout ce qui me reste. » Henri ne répondit pas. Il quitta la pièce, laissant la porte ouverte derrière lui. Pour la première fois en 10 ans, il n'avait pas verrouillé le passé. Il venait d'ouvrir un passage. Cette nuit-là, Camille se leva bien après minuit. Elle marcha pieds nus jusqu'au salon ouest, ralluma la lampe de lecture près du piano, s'assit et rejoua la mélodie. Mais cette fois, quelque chose d'autre surgit. Une variante. Une suite de notes qu'elle n'avait jamais jouées consciemment, comme un prolongement oublié, comme un fragment d'elle-même. Elle ne vit pas Henri, debout dans l'ombre, silencieux, les larmes aux yeux. Henri Beaumont referma doucement la porte du salon ouest, après avoir observé Camille, encore une fois seule au piano. Cette scène nocturne, aussi simple qu'elle paraissait, avait bouleversé quelque chose en lui. Il n'y avait pas eu de discours, ni de révélation brusque, seulement des notes, une progression mélodique qu'il croyait oublier, que seule Élise aurait pu prolonger de cette manière. Pourtant, malgré le poids croissant de ses soupçons, il savait que la vérité devait se confirmer par des faits. Il ne pouvait se permettre de laisser l'émotion guider ses décisions. Ce qu'il décida de faire à partir de ce jour fut d'une froideur presque chirurgicale. Vérifier, recouper, établir des certitudes. Il voulait comprendre pourquoi rien ne correspondait dans les archives de cette jeune femme, pourquoi son identité semblait construite sur du sable. Il passa les 2 jours suivants enfermé dans son bureau à compiler chaque élément dont il disposait. L'ancien commissaire lui avait fait parvenir, par courrier privé, un ensemble de documents. Le dossier d'admission de Camille dans le foyer de Nice, les rapports médicaux liés à sa période d'hospitalisation, les certificats d'identité délivrés plus tard par les services sociaux, ainsi qu'un rapport succinct sur les premiers mois suivant sa découverte sur le bord de la route. Henri étala les papiers sur la grande table, les classant selon une chronologie approximative. Ce qui frappa son esprit analytique fut l'absence de toute trace d'existence de Camille avant l'âge de 9 ans. Aucune inscription scolaire, aucun signalement dans les registres de naissance, rien. Sa première mention légale datait de son arrivée au foyer, enregistrée par une assistante sociale locale.
Il relut à plusieurs reprises le rapport du médecin qui l'avait pris en charge à l'époque. L'enfant était arrivé dans un état de mutisme partiel, avec des signes de choc émotionnel grave. Aucun signe de violence physique, mais des troubles de la mémoire, une confusion identitaire et une peur manifeste de l'autorité. Elle ne répondait qu'à un seul mot, Cam, et elle dessinait. Beaucoup. Des maisons entourées de vignes, un piano, des silhouettes floues. Henri serra les poings en lisant ces mots. Les images décrites ressemblèrent de manière troublante au manoir Beaumont et à ses environs. Pourtant, rien dans les documents officiels n'établissait un lien direct. Le prénom Camille avait été attribué par commodité administrative. Le nom de famille provenait d'un ancien parrain du foyer. La naissance avait été estimée par un médecin. Tout était approximatif. Cela résonnait comme une construction postérieure, une tentative d'attribuer une identité à une enfant sans passé. Henri sentit une tension froide lui glacer l'échine. Il replongea dans les dossiers du commissariat relatifs à la disparition d'Élise. À l'époque, tout Bordeaux avait été mobilisé. Les journaux avaient diffusé son portrait pendant des semaines. Une récompense avait été promise. Des rumeurs de fugue, de ravisseurs inconnus, d'accidents cachés avaient été évoquées, jamais prouvées. Il compara minutieusement les dates. Élise avait disparu un dimanche soir de mars, peu avant son 8e anniversaire. Le même mois, à quelques kilomètres, une fillette désorientée avait été retrouvée seule sur la nationale. La coïncidence temporelle ne pouvait être ignorée. Henri s'enfonça dans son fauteuil, les mains croisées sur son menton, l'esprit assailli de doutes et de conclusions inévitables. Mais il manquait la confirmation ultime. Pour cela, il savait qu'un test ADN serait nécessaire. Il décida de procéder sans en informer Camille. Il avait conservé une brosse à cheveux d'Élise, retrouvée des années plus tôt dans une malle. À cela, il ajouterait un objet personnel utilisé par Camille. Une brosse, un gant, n'importe quoi contenant son ADN. Il voulait savoir. Il ne pouvait continuer à vivre dans ce labyrinthe d'hypothèses sans issue. Ce matin-là, il entra dans la chambre de Camille pendant qu'elle était au marché avec Marthe. Il fouilla méthodiquement, pas par mépris de son intimité, mais par nécessité. Sur la coiffeuse, il trouva une brosse à cheveux, encore garnie de mèches brunes. Il la prit et la rangea dans une pochette hermétique. Puis il referma tout comme il l'avait trouvé. Rien d'autre ne l'interpella, sinon un petit carnet de croquis glissé sous l'oreiller. Il hésita, puis l'ouvrit. Les dessins simples mais évocateurs représentèrent des scènes du domaine. Le portail d'entrée, le vieux puits, la serre abandonnée et surtout le salon avec le piano. Il referma le carnet avec soin. Il ne devait pas se laisser emporter par l'émotion. Il devait rester lucide. Le lendemain, il remit les deux objets, la brosse de Camille et celle d'Élise, à un laboratoire privé situé à Bordeaux avec une demande de comparaison confidentielle. Le technicien professionnel et discret promit un résultat dans les 10 jours. L'attente allait être insupportable. Pendant ce temps, Camille ressentit le changement dans l'attitude de Henri. Il ne la fuyait plus. Au contraire, il semblait l'observer avec une attention nouvelle, presque paternelle par moments, mais teintée de distance. Elle ne comprenait pas ce qui avait modifié leur rapport, mais elle percevait l'énergie retenue, la tension dans les silences, les regards prolongés. Un soir, alors qu'elle rangeait la vaisselle après le dîner, elle s'adressa à lui pour la première fois depuis des jours. « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? Vous êtes différent. » Henri leva les yeux vers elle. Il aurait pu tout dire à cet instant, lui raconter ce qu'il avait découvert, ce qu'il soupçonnait, ce qu'il espérait. Mais il répondit simplement « Non, Camille, tu n'as rien fait de mal. » Elle hocha lentement la tête, mais son regard restait inquiet. Elle retourna à sa tâche, plus silencieuse encore qu'à l'accoutumée. Henri la suivit du regard, songeant au poids terrible qu'elle portait peut-être sans le savoir. Dans les jours qui suivirent, Marthe vint le voir à l'aube, chose rare. Elle tenait un vieux carnet à la main qu'elle avait trouvé dans la buanderie coincé entre deux planches du meuble. Elle lui tendit sans un mot. Henri le reconnut immédiatement. C'était le journal d'Élise, du moins ce qu'il en restait. Des pages arrachées, d'autres tachées, mais sur l'une d'elles, un mot était lisible, écrit d'une écriture maladroite d'enfant. Camille. Henri ferma les yeux. La vérité, il le sentait, approchait, et elle allait changer tout ce qu'il croyait figé dans le passé. Un samedi matin froid, alors que les premières gelées blanchissaient les vignes, Camille descendit dans la cuisine
avec une légère grimace de douleur. Marthe remarqua immédiatement qu'elle tenait son épaule gauche d'une manière étrange, comme si un faux mouvement l'avait surprise dans son sommeil. Henri, déjà assis à la table, leva les yeux de son journal au même instant. Il ne dit rien, mais son regard suivit chacun de ses gestes. Marthe proposa aussitôt de l'emmener à l'infirmerie du village, mais Camille refusa poliment. Elle s'était cognée contre la porte de l'armoire de la buanderie, affirma-t-elle. Ce n'était qu'un hématome, rien de grave. Cependant, en servant le café, elle laissa échapper un léger gémissement, ce qui convainquit Henri d'insister. Il l'accompagna lui-même au salon, la fit s'asseoir dans le fauteuil près de la cheminée et insista pour examiner l'épaule. Camille, d'abord réticente, céda face à son insistance calme mais ferme. Elle détacha lentement les boutons de sa chemise, dévoilant une peau claire marquée par une ecchymose violacée. Mais ce ne fut pas la couleur de la contusion qui figea Henri, ce fut la forme. Juste au-dessus de l'omoplate, en retrait du cou, une marque de naissance. Il la reconnut immédiatement. Une tache pigmentaire en forme de croissant irrégulier, identique à celle qu'Élise portait depuis sa naissance. Henri recula d'un pas, incapable de détacher son regard. Son esprit refusa d'abord d'y croire, cherchant une explication plus rationnelle. Mais cette forme, il l'avait vue des centaines de fois. Il se rappelait encore avoir dit un jour, en plaisantant à sa femme, que leur fille portait la lune sur l'épaule. Maintenant, cette même lune réapparaissait sur Camille. Elle le regarda avec surprise, troublée par l'expression sur son visage. « Tout va bien, monsieur Beaumont ?» Il détourna le regard, se recomposa aussitôt. « Ce n'est rien. La marque. Elle est ancienne ? Depuis toujours, je crois. Au foyer, on se moquait parfois de moi à cause de ça. On disait que j'avais une tache de vin. » Henri esquissa un sourire amer. Une tache de vin. Ironie cruelle dans cette maison où la vigne dictait le rythme des saisons. Il se redressa, dissimulant son trouble sous un ton posé. « Tu devrais mettre de la pommade. Marthe en a dans la cuisine. Et repose-toi. » Camille hocha la tête, reboutonna sa chemise et quitta la pièce. Henri resta seul, figé devant la cheminée, les mains croisées derrière le dos. Il n'était plus dans le doute. Il était dans la certitude. Ce qu'il avait vu dépassait toute coïncidence. Aucune autre enfant ne portait cette marque. C'était elle. Mais les preuves émotionnelles ne suffisaient pas. Il lui fallait une confirmation extérieure. Le test ADN était en cours, certes, mais les jours s'écoulaient lentement. Il décida alors de reprendre contact avec un homme qu'il n'avait pas vu depuis une décennie, Jules Morel, un ancien détective privé qu'il avait engagé au moment de la disparition d'Élise. À l'époque, Jules avait été persévérant, mais ses pistes s'étaient toutes refermées sur des impasses. Il avait quitté la profession peu après, déçu, lassé. Henri savait qu'il vivait toujours dans les environs, retiré dans une petite maison près de Blaye. Le lundi suivant, Henri s'y rendit sans prévenir. Il trouva Jules dans son potager, occupé à tailler des branches de figuier. L'homme, surpris par la visite, accepta néanmoins de l'écouter. Ils s'assirent sur une terrasse en bois, face aux vignes dénudées par l'hiver. « Je sais que cela fait longtemps, » commença Henri, « mais j'ai besoin de ton aide. Encore une fois. » Il raconta, sans omettre aucun détail, les circonstances troublantes depuis l'arrivée de Camille, la musique, le dossier médical, la marque sur l'épaule. Jules écoutait sans interrompre, le regard rivé sur le sol. « Ce que tu me décris ressemble moins à une coïncidence qu'à une pièce de puzzle mal emboîtée, » dit-il enfin. « Tu veux que je creuse ? Je veux que tu refasses ce que la police n'a pas su faire. Reviens sur les traces de cette fille, fouille les dossiers des foyers, les archives locales. Quelqu'un a dû la voir, quelque part. Quelqu'un sait d'où elle venait avant Nice. » Jules acquiesça, puis lui demanda un délai de 15 jours. Il lui fallait du temps, surtout pour accéder à certains documents devenus difficiles d'accès. Henri accepta. Il avait attendu 10 ans. Il pouvait attendre encore un peu. De retour au domaine, Henri tenta de reprendre ses habitudes, mais son esprit restait ailleurs. Chaque geste de Camille, chaque silence, chaque regard semblait maintenant chargé de sens. Et pourtant, elle n'avait aucune conscience de ce que son corps, sa musique, ses gestes trahissaient. Un après-midi, il la surprit dans la serre abandonnée, en train de remettre de l'ordre dans les pots cassés, comme si elle savait ce que ce lieu représentait. C'était là qu'Élise aimait jardiner avec sa mère. Camille, en l'apercevant, s'excusa aussitôt, croyant avoir franchi une limite. Mais Henri la rassura, lui dit qu'elle était libre d'aller où elle voulait. Ce fut une première. Jusqu'ici,
Le manoir était resté pour elle un espace délimité par les consignes silencieuses. Ce jour-là, pour la première fois, elle se sentit véritablement chez elle. Le soir même, Henri sortit de l'armoire de sa chambre un album de photos qu'il n'avait pas ouvert depuis 10 ans. Il y avait des images d'Élise à tous les âges, riant au jardin, jouant du piano, courant dans les couloirs. Il s'arrêta sur l'une d'elles, en noir et blanc, prise lors de ses 7 ans. Elle portait une robe à volants et un serre-tête, les cheveux tirés en arrière. Il plaça l'image à côté d'une photo récente de Camille, prise lors d'un événement du village auquel elle avait assisté discrètement. La ressemblance, bien que tempérée par les années, frappait. Pas seulement les traits, mais aussi la posture, la manière de pencher la tête, ce demi-sourire timide. C'était comme revoir une version oubliée d'un même être. Marthe entra sans frapper, les bras chargés de linge. En voyant les photos, elle s'arrêta net. « Vous comparez Élise et Camille ?» demanda-t-elle sans détour. Henri ne répondit pas immédiatement. Il lui tendit les 2 images. « Qu'est-ce que tu en penses ?» Marthe les observa longuement, puis hocha lentement la tête. « Ce n'est pas que le visage, c'est tout le reste. Sa façon de marcher, de se tenir, même sa manière de respirer quand elle dort. Je n'ai jamais voulu y croire, mais plus je la vois, plus je sens qu'elle est là. » Henri ne dit rien. Il avait fait tout ce qu'il pouvait. Désormais, seul le test ADN ou le travail de Jules pourrait donner le dernier mot. Mais une chose était certaine, il ne s'agissait plus d'un hasard. C'était une vérité en attente, et elle était plus proche que jamais. Le mercredi suivant, alors que la lumière d'hiver s'étalait faiblement sur les vignes, Henri reçut une lettre manuscrite, cachetée de cire rouge. Elle venait de Marie Delaunay, l'ancienne gouvernante du manoir, celle qui avait veillé sur Élise depuis sa naissance jusqu'au jour tragique de sa disparition. Cela faisait presque une décennie qu'il n'avait plus entendu parler d'elle. Après le drame, elle avait quitté la région sans laisser d'adresse, brisée par l'événement et par le silence pesant que la police avait imposé autour de l'affaire. Dans sa lettre, elle écrivait simplement « J'ai appris que quelqu'un occupe à nouveau les chambres du manoir. J'aimerais venir vous saluer. » Henri, d'abord surpris, ressentit en lisant ces lignes une nervosité qu'il ne s'était pas permise depuis longtemps. Marie faisait partie des rares personnes à connaître intimement la petite Élise. Elle l'avait accompagnée tous les jours, l'avait vue rire, pleurer, tomber, se relever. Elle l'avait bordée, nourrie, calmée quand la nuit faisait surgir ses peurs. Elle était la mémoire vivante des premières années de sa fille, et son regard, s'il venait à croiser celui de Camille, pourrait suffire à faire basculer toute l'incertitude qui pesait encore sur son esprit. Henri ne répondit pas par courrier. Il prit simplement sa voiture et se rendit à l'adresse indiquée dans un petit hameau près de Saint-André de Cubzac. Il trouva Marie dans une maison modeste, entourée de pots de géranium givrés. Elle avait vieilli, certes, mais ses yeux noirs n'avaient rien perdu de leur lucidité. Elle l'accueillit sans effusion, avec ce mélange de dignité et de fatigue qui la caractérisait. Ils parlèrent peu. Henri se contenta de lui dire que quelqu'un vivait désormais au manoir, une jeune femme, discrète, et que cette présence avait réveillé en lui des souvenirs, des doutes, des impressions qu'il ne savait plus interpréter. Marie ne répondit pas tout de suite. Elle fixa le sol, réfléchit longuement, puis dit simplement « Je viendrai demain, pour voir, rien de plus ». Le lendemain, Camille ne savait rien de cette visite annoncée. Elle préparait, comme à son habitude, les chambres d'amis, profitant d'une rare matinée ensoleillée pour aérer les draps. Lorsqu'elle entendit la voiture s'arrêter dans l'allée, elle ne s'attendait pas à voir une vieille dame descendre, vêtue d'un manteau beige élimé et tenant une canne en bois foncé. Henri la rejoignit à l'entrée. Il accompagna Marie jusqu'au salon, l'aida à s'installer puis alla chercher Camille sans donner d'explication. Lorsqu'elle entra dans la pièce, la rencontre eut lieu sans mots. Marie leva les yeux, les posa sur la jeune femme, la scruta longuement, intensément. Camille s'arrêta un peu surprise, presque mal à l'aise, mais resta droite. Elle avait cette posture calme qu'elle adoptait en présence d'inconnus, comme si elle attendait une évaluation. Le silence se prolongea. Henri, en retrait, observait la scène. Puis Marie parla. Sa voix était rauque, mais ferme. « Approche ». Camille obéit, un peu hésitante. « Tourne-toi », dit-elle ensuite. « Laisse-moi voir ton profil. » Elle s'exécuta à nouveau. Marie la fixa, plissa les yeux. « Lève la main droite, doucement. » Camille s'exécuta, étonnée. « Maintenant la gauche. » Un souffle passa dans la pièce.
Marie ferma les yeux comme pour retenir une émotion, puis murmura « C'est dans les gestes qu'on reconnaît les gens, pas dans les mots, pas toujours dans les traits. » Elle ouvrit son sac à main, en sortit un médaillon ancien et le tendit à Camille. « Tu m'as offert ça pour ma fête quand tu avais 6 ans. Tu avais cassé ton tirelire. Tu avais dit que les fleurs gravées dessus te faisaient penser à mes tabliers. Tu ne pouvais pas le savoir. Tu ne peux pas le savoir. » Camille prit le médaillon avec précaution, l'observa, le retourna entre ses doigts. Une expression indéfinissable traversa son visage, comme si quelque chose de lointain, d'inconnu, s'agitait dans sa mémoire sans pouvoir se formuler. Elle releva les yeux vers Marie, puis vers Henri. Elle voulut parler, mais aucun mot ne sortit. Marie se leva lentement, prit sa main dans la sienne. « Tu es là. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas pourquoi. Mais tu es là. » Camille déglutit difficilement. « Je ne comprends pas. Je ne me souviens pas. » Marie hocha la tête, apaisante. « Ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin de te souvenir pour que ce soit vrai. » Henri détourna les yeux, profondément ému, mais encore retenu par le besoin de confirmation. Il n'avait pas encore les résultats du laboratoire. Mais il savait au fond de lui que cette scène n'était pas une illusion. Ce qu'il venait de voir, c'était la reconnaissance silencieuse entre deux âmes ayant partagé une vie. Après le départ de Marie, Camille resta dans le jardin, assise sur un banc de pierre. Elle tenait le médaillon entre ses doigts, le faisait tourner encore et encore. Elle ne pleurait pas, elle ne parlait pas, mais son silence avait changé. Il n'était plus vide. Il était chargé d'un poids nouveau, celui d'une histoire qu'on commence à soupçonner sienne. Dans les jours suivants, elle commença à poser des questions, pas directement, mais elle observait davantage les objets de la maison, s'attardait sur les photographies encadrées, demandait à Marthe des détails sur les meubles, les portraits. Elle cherchait, sans le dire, un point d'ancrage, quelque chose qui la relierait à cet espace de manière plus profonde que les gestes du quotidien. Marthe, désormais convaincue de la vérité, l'accompagnait dans ce cheminement avec délicatesse. Un après-midi, elle lui montra une vieille boîte de jeux d'enfants, retrouvée dans le grenier. Camille s'assit au sol et commença à en sortir le contenu. Des billes, des figurines en bois, une corde à sauter. Elle prit une poupée de chiffon aux cheveux jaunes et au ruban bleu, la regarda longuement. « Elle a un nom ?» demanda-t-elle. « Tu l'appelais Mina », répondit Marthe sans hésiter. Camille acquiesça doucement, comme si le mot réveillait quelque chose d'indéfinissable en elle. Elle reposa la poupée, les gestes lents. Henri, de son côté, ne montrait rien de ce qu'il ressentait. Il continuait à vaquer à ses obligations, à surveiller le courrier, à attendre le résultat du laboratoire. Mais chaque jour passé auprès de Camille renforçait en lui la certitude que le passé n'était pas perdu, seulement dissimulé, en attente d'un regard, d'un mot, d'un geste capable de le faire ressurgir. Il savait désormais que tout ne tiendrait pas seulement au résultat d'un test. Ce serait aussi à elle de choisir ce qu'elle voulait savoir, ce qu'elle voulait devenir. Mais il était prêt. Il l'attendait. Le soleil d'hiver s'élevait lentement au-dessus des collines de Bordeaux, enveloppant les vignes d'une lumière pâle. Le manoir Beaumont, silencieux comme à son habitude, semblait, depuis quelques jours, vivre une forme d'éveil discret. Les murs ne résonnaient pas encore de voix ou de rire, mais quelque chose avait changé. Le regard de Camille, autrefois distant, se posait désormais sur les objets, les lieux, les gens avec une attention nouvelle. Son pas restait mesuré, mais ses gestes trahissaient une curiosité retenue, comme si elle cherchait des réponses sans savoir exactement où les trouver. Henri, en retrait mais attentif, observait cette évolution avec une prudence mêlée d'espoir. Le doute n'était plus de mise. Il attendait simplement le moment où elle accepterait d'entendre ce que lui-même savait déjà. Pourtant, il ne voulait pas précipiter cette révélation. Il craignait que toute tentative de lui imposer une vérité qu'elle n'était pas prête à recevoir brise ce fragile équilibre qu'ils avaient réussi à établir depuis son arrivée. Un matin, alors qu'il rangeait de vieilles boîtes dans le grenier, Henri tomba sur un carton oublié. À l'intérieur, des dessins d'enfants soigneusement pliés, des feuilles colorées, des lettres maladroitement tracées à la main. Il s'assit au sol et les examina un à un. Une série de dessins attira immédiatement son attention. Des représentations du manoir, du jardin, du piano dans le salon ouest. Et en bas de chaque feuille, un mot, toujours le même, écrit d'une écriture enfantine, « Cam ». Il s'en souvenait,
Élise refusait obstinément d'écrire son prénom en entier. Elle disait que Cam, c'était plus joli, plus court, plus doux. Elle signait tout de cette manière, ses dessins, ses petits mots, même les cartes de vœux qu'elle écrivait à la famille. À l'époque, cela avait amusé Henri et son épouse. Ils avaient fini par l'appeler ainsi dans l'intimité. Il n'y avait que les adultes extérieurs à la famille qui l'appelaient Élise. Henri descendit au rez-de-chaussée, les feuilles à la main. Il les posa sur le bureau de la bibliothèque, hésita un instant puis les laissa là. Il savait que Camille passait souvent par cette pièce pour ranger les livres ou dépoussiérer les étagères. Il n'avait rien à dire. Les dessins parleraient d'eux-mêmes. Dans l'après-midi, Camille entra dans la bibliothèque avec un chiffon et une bassine. Elle remarqua les feuilles posées sur le bureau, s'approcha, les déplia une à une. Elle observa les dessins avec attention, son regard se fixant longuement sur chaque détail. Lorsqu'elle vit les signatures, son souffle s'arrêta un instant. Cam. Elle passa lentement ses doigts sur les lettres. Ce n'était pas seulement une coïncidence. Elle signait elle-même de la même façon, depuis des années. Sur ses carnets, ses papiers, même ses emails. Elle n'avait jamais su pourquoi. Elle trouvait simplement que cela lui convenait. Elle resta là, debout, longtemps. Puis elle sortit silencieusement du bureau. Henri l'aperçut passer dans le couloir, le visage fermé, le regard perdu. Il ne la suivit pas. Cette nuit-là, Camille ne dormit pas. Elle se leva vers 2 heures du matin, s'habilla sans bruit et descendit dans le salon ouest. Elle alluma la lampe du piano, souleva le couvercle et posa ses mains sur les touches. Mais au lieu de jouer la mélodie habituelle, elle commença une suite différente, hésitante, comme si elle cherchait à reconstituer une musique enfouie. Les notes vinrent par fragments, irréguliers, parfois dissonants, mais porteurs d'une émotion brute. Elle jouait sans réfléchir, suivant une mémoire que ses mains semblaient seules à posséder. Des images floues traversèrent de son esprit. Un jardin inondé de lumière, un piano brillant sous les vitres d'une serre, une voix féminine en pleurs. Elle revoyait une main tenant la sienne, un chien qui courait, une balançoire accrochée à un vieux chêne. Rien de précis, mais suffisamment pour troubler son cœur. Le lendemain, au petit déjeuner, elle demanda à Marthe si elle avait connu Élise de près. « Oui, bien sûr », répondit la cuisinière. « Elle m'aidait à faire des biscuits. Elle avait tes gestes, tu sais. Tu fais les mêmes mouvements en pétrissant la pâte, et tu as la même manière de sourire quand tu réussis quelque chose. » Camille sourit faiblement, puis elle demanda « Est-ce que vous savez pourquoi elle signait « Cam » sur ses dessins ?» Marthe la regarda longuement. C'était son choix. Elle disait que c'était plus joli, plus elle. Elle ne voulait pas qu'on l'appelle autrement à la maison. Camille resta silencieuse. Plus tard, dans sa chambre, elle ouvrit son carnet de croquis. Sur la première page, elle avait écrit « Cam » comme toujours. Elle le fixa longuement, puis, dans un geste brusque, elle prit un stylo et écrivit juste en dessous « Élise ». Le point d'interrogation laissa une trace nette sur la feuille blanche. Pour la première fois, elle acceptait l'idée que cette question puisse exister. Henri, de son côté, reçut un appel de Jules Morel. Le détective avait progressé dans ses recherches. Il avait pu obtenir des copies d'anciens rapports internes des foyers d'accueil. Un nom revenait de manière récurrente. Une petite fille prénommée Cam, arrivée sans papier, parlant peu, mais dessinant sans cesse des maisons, des vignes, un piano. Les éducateurs avaient consigné son comportement comme obsessionnel mais inoffensif. Aucun lien n'avait été établi à l'époque avec la disparition d'Élise Beaumont, car le prénom ne correspondait pas. Aucun enquêteur n'avait poussé plus loin. Jules termina son appel par une phrase lourde de sens. « Tu sais ce que cela signifie. Cette gamine, personne ne l'a cherchée là où elle était. » Henri remercia, raccrocha, puis se leva. Il monta jusqu'au grenier, où il n'était pas retourné depuis plusieurs jours. Il ouvrit un coffre poussiéreux contenant des objets de sa fille. Parmi eux, un cahier d'école. Il l'ouvrit et tomba sur une page avec un poème maladroitement écrit. En bas, la signature « Cam ». Il le prit avec lui, le serra dans ses mains. Le soir venu, il entra dans le salon ouest. Camille y était déjà, assise dans la pénombre. Il s'approcha, lui tendit le cahier. Elle le prit, l'ouvrit, lut le poème, regarda la signature. Puis, elle leva les yeux vers lui. Pourquoi personne n'a fait le lien? Henri secoua la tête. Parce qu'on a tous regardé trop loin. On cherchait une Élise disparue, pas une Cam qu'on n'avait jamais connue.
Camille referma doucement le cahier. « Et si je ne suis pas prête à me souvenir? Et si je ne veux pas ?» Henri s'assit à côté d'elle. « Tu n'as rien à prouver, rien à forcer. Tu as le droit de poser des questions. Tu as aussi le droit de ne pas vouloir de réponse. Mais ce que tu ressens, ce que tu es, personne ne peut te l'enlever. » Le silence s'installa entre eux, lourd mais apaisé. Camille tenait le cahier contre elle, les yeux fixés sur le piano. Pour la première fois, elle n'avait pas peur de ce qu'elle pourrait y trouver. Le 8e jour après le prélèvement d'ADN, Henri reçut un appel discret du laboratoire de Bordeaux. La voix de l'assistante était calme, professionnelle, mais il sentit à son ton mesuré qu'elle comprenait l'importance des résultats qu'elle s'apprêtait à transmettre. Pourtant, elle ne dit rien par téléphone. Le document serait envoyé par courrier sécurisé, comme convenu. Henri raccrocha sans mot dire, le regard fixé sur le sol du bureau. Il savait que l'attente était presque terminée. Dans cette attente, il y avait plus qu'un résultat. Il y avait la possibilité de mettre un nom sur 10 années d'ombre, de douleur, d'hypothèse, mais aussi le risque de voir l'équilibre fragile avec Camille se rompre si la vérité venait trop brutalement. Il n'était plus certain de vouloir imposer cette vérité comme une réponse brutale à une question dont elle commençait à peine à formuler les contours. Il prit alors une autre décision. Il voulait comprendre plus en profondeur ce qui s'était passé à l'époque de l'admission de Camille dans le foyer. Pas uniquement les documents administratifs, mais les rapports médicaux complets, ceux qui décrivaient son état physique et mental au moment de sa découverte. Il contacta un ancien collègue de son frère, médecin légiste à la retraite, qui avait encore ses entrées dans certains établissements hospitaliers. En lui expliquant que la jeune femme, sous sa responsabilité, présentait des signes évidents d'un passé effacé, Henri obtint une faveur, un accès exceptionnel aux archives médicales de l'hôpital de Libourne, où Camille avait été brièvement prise en charge avant son transfert définitif à Nice. Les documents arrivèrent 2 jours plus tard, dans une grande enveloppe scellée. Henri attendit d'être seul dans la bibliothèque pour l'ouvrir. Il en sortit une dizaine de feuilles, des comptes rendus médicaux, des observations psychologiques, des bilans comportementaux. Ce qu'il y lut le glaça. Camille avait été retrouvée sur la route nationale D670, à environ 8 km du domaine Beaumont, un soir pluvieux de mars. Elle marchait pieds nus, le visage marqué par la fatigue, incapable de formuler une phrase complète. Elle répétait des mots isolés. Papa, piano, pleurs. Elle avait été conduite aux urgences par un automobiliste inquiet. Aucun signe de blessure grave, mais un mutisme partiel, associé à des troubles cognitifs décrits comme une amnésie infantile post-traumatique. L'équipe médicale avait conclu à une rupture brutale dans la continuité de la mémoire, sans origine clairement identifiable. Mais ce qui frappa Henri, c'était une annotation en marge, griffonnée à la main par un pédiatre. Aucune correspondance dans les fichiers de disparition à cette date. L'enfant ne donne pas de nom de famille. Semble répondre à Cam uniquement. Nécessite prise en charge sociale urgente. Henri se laissa tomber dans son fauteuil. À l'époque, les services de police n'avaient jamais relié la disparition d'Élise à cet enfant sans identité. Tout avait été joué dans les premières heures. Un prénom mal saisi, une localisation imprécise, et la chaîne s'était rompue. Personne n'avait fait le lien. Et Camille, enfermée dans son mutisme, incapable de raconter, avait été classée parmi les anonymes. L'institution s'était chargée de lui fabriquer une identité. Nom, date de naissance approximative, origine supposée. Elle était devenue une autre, par défaut. Henri reprit les rapports psychologiques. Plusieurs passages faisaient état d'un comportement récurrent. La jeune fille se mettait à pleurer dès qu'elle entendait certaines mélodies à la télévision. Des airs classiques, notamment le clair de lune de Debussy ou encore les variations de Bach. Elle refusait de parler, mais elle chantonnait parfois des motifs mélodiques sans fin. Aucun psychiatre n'avait su expliquer pourquoi. Il referma les dossiers avec soin, les replaça dans leur enveloppe et les enferma dans un tiroir à clé. Il savait que Camille devait les lire un jour, mais pas encore. Ce soir-là, il ne monta pas se coucher. Il resta des heures à marcher dans le manoir, traversant les pièces, effleurant les meubles, les murs, comme s'il voulait réconcilier chaque élément du passé avec ce qu'il savait maintenant. Le lendemain, Camille entra dans la bibliothèque pendant qu'il était plongé dans la lecture d'un registre ancien. Elle s'assit sans un mot, attendit un moment puis parla d'une voix douce. «
Marthe m'a dit que vous avez vu des médecins à mon sujet. C'est vrai? Henri releva la tête, surpris. Il hésita à mentir, mais renonça. J'ai consulté leurs archives, oui. J'ai voulu comprendre ce qu'on savait à l'époque où tu es apparu. Camille regardait fixement un point invisible sur le bureau. Est-ce que j'étais vraiment amnésique? Henri hocha la tête. D'après les rapports, tu n'avais plus aucun souvenir conscient. Tu parlais à peine. Tu ne connaissais ni ton nom ni ton adresse. Juste quelques mots. Et personne n'a su qui j'étais? Non. Ils ont cherché, mais personne ne t'a reconnu. Tu n'étais dans aucun fichier. Aucun signalement ne correspondait. Camille ferma les yeux. Et si je ne veux pas me souvenir? Est-ce que ça fait de moi quelqu'un d'égoïste? Henri posa lentement sa main sur la table, à quelques centimètres de la sienne. Non, ça fait de toi quelqu'un qui a survécu, et c'est déjà énorme. Ils restèrent ainsi, dans le silence, un long moment. Puis Camille se leva, se dirigea vers la porte et se retourna avant de sortir. Si je découvre un jour que j'ai fui quelque chose, j'ai peur de ne pas vouloir revenir. Henri ne répondit pas. Il savait que la réponse, quelle qu'elle soit, ne viendrait pas de lui. 3 jours plus tard, l'enveloppe du laboratoire arriva, cachetée, lourde. Il la posa sur le bureau, l'observa longtemps, puis il l'ouvrit. À l'intérieur, une feuille. Le résultat était clair. Compatibilité génétique confirmée à 100%. Camille était Élise Beaumont. Henri ferma les yeux. Une page venait de se tourner, mais il restait à écrire la suivante. Camille passait de plus en plus de temps dans la bibliothèque. Elle disait à Marthe que l'odeur des livres anciens l'apaisait. Elle ne lisait pas toujours. Parfois, elle restait assise dans le vieux fauteuil au cuir craquelé, regardant fixement les rayonnages, comme si elle espérait que le passé s'y dissimulait, attendant patiemment d'être reconnue. Henri, depuis la réception du test ADN, avait décidé de ne rien précipiter. Il n'avait pas encore révélé les résultats à Camille. Il attendait que ce soit elle qui formule les mots, qui demande, qui ressente le besoin de savoir. Il ne voulait pas lui imposer la vérité comme une condamnation. Ce serait une reconnaissance, non une restitution. Un après-midi froid, tandis que la pluie tambourinait contre les vitres du manoir, Camille tirait des livres d'une étagère poussiéreuse située derrière un vieux globe terrestre. L'un des ouvrages, plus épais que les autres, coinça légèrement. En le tirant, elle fit tomber une pile déséquilibrée de volumes. Alors qu'elle se baissait pour les ramasser, elle aperçut, coincée entre 2 planches du fond de l'étagère, une enveloppe ancienne, jaunie par le temps, portant une écriture enfantine au stylo bleu. Elle la prit, souffla doucement la poussière et lut « Pour papa ». Il n'y avait ni timbre ni adresse. La lettre n'avait jamais été postée. Le cœur battant, elle ouvrit lentement l'enveloppe. À l'intérieur, une feuille soigneusement pliée. Les premiers mots la figèrent « Papa, je t'écris parce que j'ai peur. Quelqu'un me regarde la nuit, quelqu'un dans la maison. Je ne veux pas dormir toute seule. Je n'ose pas te le dire. Je pense que tu ne me croirais pas. Mais je sais ce que j'ai vu. Je veux juste qu'on parte. » Camille relut plusieurs fois ces lignes. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Elle sentit quelque chose de froid se glisser sous sa peau. La peur évoquée dans la lettre n'était pas vague. Elle était précise, intime, concrète. Ce n'était pas une imagination d'enfant. C'était une alerte. Et elle n'avait jamais été lue. Elle resta de longues minutes sans bouger, puis rangea la lettre dans sa poche et sortit précipitamment de la bibliothèque. Henri était dans le salon, lisant un dossier d'exploitation viticole. Lorsqu'elle entra, tremblante, les yeux écarquillés, il comprit aussitôt que quelque chose avait changé. « J'ai trouvé ça », dit-elle en lui tendant la lettre. Il la prit, reconnut immédiatement l'écriture d'Élise. Ses mains tremblaient. Il la lut d'un trait, son visage se durcissant à chaque phrase. Lorsqu'il leva les yeux, Camille le regardait avec intensité. « Vous saviez ?» Henri secoua la tête, visiblement bouleversé. « Non, je n'avais jamais vu cette lettre. Jamais. Vous étiez seul dans la maison à cette époque ?» Henri hésita. « Non, mon frère vivait encore ici. Paul. » Camille s'assit lentement, la respiration courte. Et de lui qu'elle parlait? Henri se leva, tourna en rond dans la pièce. Il semblait chercher dans sa mémoire, recomposer les jours d'avant la disparition. Paul était instable, toujours jaloux. Il n'a jamais accepté que je reprenne le domaine, que je fonde une famille. Il avait des accès de colère, mais jamais, jamais je n'aurais cru. Camille se leva brusquement. Peut-être qu'elle ne s'est pas perdue.
peut-être qu'elle a fui, peut-être que quelqu'un l'a poussée à partir. Henri se laissa tomber dans le fauteuil, et je ne l'ai pas protégé. Il resta silencieux, le regard perdu. Camille, debout devant lui, semblait en lutte avec elle-même. Ce qu'elle venait de découvrir faisait éclater une certitude qu'elle n'avait jamais eue, celle d'avoir été une victime du hasard. Cette lettre remettait tout en cause. Elle ouvrait la possibilité qu'elle ait voulu partir, qu'elle ait choisi de s'effacer pour survivre. Mais à quel prix? Et pour échapper à quoi? Henri, reprenant lentement ses esprits, murmura « Paul est toujours dans la région. Il s'est retiré dans une petite maison à une vingtaine de kilomètres d'ici. Je ne l'ai pas revu depuis des années. Je ne lui ai jamais pardonné son comportement, même sans preuve. » Camille hocha lentement la tête. « Il faut lui parler. Tu veux venir? » « Non, pas encore. Je veux savoir ce qu'il dit. Je veux entendre vos mots, pas les siens. » Henri acquiesça. « Je lui parlerai demain. » Ils restèrent longtemps dans le salon sans rien ajouter. L'atmosphère avait changé. La lettre, en quelques phrases maladroites d'une enfant, avait renversé des années de silence. Camille ne pleura pas. Mais dans ses yeux brillait désormais une détermination froide, un besoin de comprendre qui ne la quitterait plus. Cette nuit-là, elle retourna dans la bibliothèque, alluma la lampe de lecture et rouvrit la lettre. Elle la relut, ligne par ligne, jusqu'à ce que les mots s'impriment dans son esprit. Puis, sur la page suivante de son carnet, elle écrivit de sa propre main. « Si j'ai fui, c'est que j'avais une raison. Et cette raison est toujours là, quelque part. » Elle referma le carnet, le rangea dans son sac et souffla la lumière. Demain, elle saurait enfin ce que Paul Beaumont avait à dire. Henri quitta le domaine aux premières lueurs du jour. Il n'avait presque pas dormi, et le peu de repos qu'il avait obtenu avait été agité de pensées confuses, de souvenirs décousus, de fragments de phrases prononcées il y a 10 ans, trop longtemps oubliées ou volontairement enterrées. Il ne prit pas sa voiture habituelle, préférant un vieux véhicule plus discret, comme si cette rencontre nécessitait une certaine distance, même dans les apparences. La maison de Paul se trouvait à 22 kilomètres de là, nichée au bout d'un chemin de terre envahi par les herbes folles entre deux anciennes exploitations viticoles aujourd'hui à l'abandon. L'endroit respirait l'isolement. Henri n'y avait jamais mis les pieds depuis le départ de son frère. Il s'était juré de ne plus jamais le revoir. Mais la lettre retrouvée par Camille avait tout changé. Paul vivait seul. Aucun voisin à moins d'1 kilomètre. Une bâtisse en pierre grise, couverte de mousse, où les volets restaient presque toujours clos. Il n'avait jamais fondé de famille, n'avait plus d'amis connus, ne participait à aucune activité dans la région. Depuis qu'il avait quitté le manoir Beaumont, il n'était plus qu'un nom murmuré dans les dîners, un souvenir embarrassant pour les proches, un silence dans les conversations. Henri gara la voiture et descendit, l'estomac noué. Il toqua à la porte sans conviction, mais entendit des pas lents à l'intérieur. Un loquet grinça. La porte s'ouvrit. Paul se tenait là, vieilli, voûté, les cheveux blanchis, les yeux cernés. Il resta silencieux quelques secondes, puis ouvrit la bouche. « Je ne pensais pas te revoir un jour. » Henri ne répondit pas à la provocation. Il entra sans être invité. Paul referma la porte derrière lui. « Assieds-toi, » dit-il en désignant une chaise bancale. « Je suppose que tu n'es pas là pour le plaisir. » Henri resta debout. « Tu te souviens de la lettre qu'Élise n'a jamais envoyée » demanda-t-il. Le silence tomba immédiatement. Paul baissa les yeux. Son front se plissa. Une lettre? Quelle lettre? Une lettre qu'elle avait écrite à moi, où elle disait avoir peur, de quelqu'un dans la maison, de quelqu'un qui la regardait la nuit. Paul se laissa tomber sur une chaise, le regard fuyant. « Tu viens ici après tout ce temps pour me ressortir ça ?» C'était une enfant. Elles ont des peurs, des cauchemars, des imaginaires. Henri coupa net. Ce n'était pas un cauchemar, et tu le sais, tu vivais dans la même maison. Tu étais là les nuits. Tu as toujours été instable, jaloux, possessif. Et elle avait peur. Pourquoi? Paul serra les mâchoires, mais ne répondit pas. Tu étais là le soir de sa disparition. Tu as dit que tu dormais. Tu as dit que tu n'avais rien vu, rien entendu. Et pourtant, quand la police est venue, tu savais déjà qu'elle n'était pas dans sa chambre. Paul se leva brusquement. C'est toi qui l'as laissée seule dans cette maison. Toi qui courais les salons, les dégustations, les réunions. Moi, j'étais là, oui, mais je ne suis pas le père. Ce n'était pas à moi de veiller sur elle. Henri s'approcha lentement. Tu ne réponds pas à ma question. Qu'est-ce que tu as fait cette nuit-là? Paul recula d'un pas, s'adossa contre le mur.
Je n'ai rien fait. Elle est partie, voilà tout. Elle avait peur, peut-être. Oui, peut-être. Elle me regardait comme si j'étais un monstre. Mais je ne lui ai jamais fait de mal. Jamais. Mais tu l'as fait fuir. Paul baissa la tête. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Un soir, je l'ai surprise dans le salon tard. Elle m'a vu, elle s'est figée. Je crois que j'étais saoul. Je ne me rappelle pas exactement. Mais je lui ai dit des choses qu'un oncle ne devrait jamais dire à une enfant. Pas menaçante, pas violente, mais déplacée. Elle est partie en courant. Après ça, elle m'évitait. Henri sentit la nausée monter. Tu l'as brisée. Paul leva lentement les yeux vers lui. Et toi, tu étais où pendant ce temps? Tu l'aimais, ta fille. Tu dis que tu veux la retrouver. Mais où étais-tu quand elle avait besoin de toi? Henri ne répondit pas. Il tourna les talons et quitta la maison sans ajouter un mot. Le chemin du retour fut long. Il roulait lentement, absorbé par le tumulte intérieur. Les mots de Paul résonnaient dans sa tête, mais surtout la peur exprimée dans la lettre d'Élise, une peur que lui, le père, n'avait jamais su voir. De retour au manoir, il trouva Camille assise dans le jardin d'hiver près de la serre. Elle leva les yeux vers lui, comme si elle savait que la vérité était arrivée. « Il a avoué ?» demanda-t-elle. Henri hocha la tête. « Pas tout, mais assez. Il t'a fait peur. Il t'a poursuivi d'un regard d'attitude ambiguë. Il ne t'a pas touché, mais il a franchi une limite. Et tu as fui. » Camille baissa les yeux, puis murmura « J'ai eu un flash cette nuit. J'étais dans la cuisine. Il est apparu derrière moi. Il m'a demandé si j'étais seul. Je n'ai rien répondu, j'ai couru. J'ai pris le sac de maman, une veste, et je suis sorti par la porte arrière. J'ai marché. Longtemps. Puis plus rien. » Henri s'approcha, s'agenouilla devant elle. « Tu n'as rien à te reprocher. Tu as survécu. Et tu es là. » Camille leva les yeux, les larmes au bord des paupières. « Je ne suis pas sûre d'être prête à redevenir cette fille. Élise, j'ai vécu 10 ans comme Camille. » Henri lui prit doucement la main. « Tu n'as pas à redevenir. Tu peux être ce que tu veux. Camille, Élise, ou les deux. Tu es libre. » Ils restèrent ainsi un long moment. Le poids du passé ne s'était pas dissipé, mais il avait enfin un nom, un visage, une histoire. Le silence du manoir Beaumont venait d'être brisé pour de bon. Le dossier contenant les résultats du test ADN reposait encore dans le tiroir du bureau d'Henri Beaumont. Cela faisait maintenant plusieurs jours qu'il en connaissait le contenu exact. Chaque mot, chaque pourcentage, chaque ligne de l'analyse. Il l'avait lu et relu, jusqu'à ne plus avoir besoin d'ouvrir l'enveloppe pour se souvenir du verdict définitif. Compatibilité totale, filiation confirmée à 100%. Camille était Élise. Pas une hypothèse, pas une coïncidence. Une certitude génétique, légale, irréfutable. Et pourtant, Henri n'avait pas encore trouvé la force de le lui annoncer. Pas parce qu'il doutait de sa réaction, mais parce qu'il pressentait que ce moment-là ne pouvait être simplement informatif. Ce serait une fracture, un point de non-retour, une ligne tracée entre deux identités qu'elle avait portées, l'une effacée brutalement, l'autre construite dans le vide laissé par l'oubli. Il attendit la fin d'un après-midi calme pour l'appeler dans la bibliothèque. Le feu était allumé, projetant une lumière orangée sur les étagères. Camille entra sans méfiance, s'assit sans poser de questions. Elle avait perçu dans le regard de Henri que ce moment allait être différent. « Camille, ou Élise, je crois qu'il est temps de te dire ce que je sais, » dit-il d'une voix posée mais tendue. Elle ne répondit pas. Elle attendait, droite sur le fauteuil, ses mains croisées sur ses genoux. Henri ouvrit lentement le tiroir, sortit le dossier et le posa sur la table entre eux. « Il y a quelques semaines, j'ai fait prélever ton ADN. En secret. J'ai envoyé un échantillon à un laboratoire privé en le comparant avec celui d'Élise. Je n'avais pas encore le courage de te poser cette question directement, mais maintenant je n'ai plus besoin de te la poser. » Camille regardait le dossier sans y toucher. « Tu veux dire que tu as la réponse ? » ?»« Oui. Et cette réponse, c'est toi. Tu es ma fille. » Elle ne bougea pas. Son visage resta impassible quelques secondes. Puis elle baissa la tête. Lorsqu'elle parla, sa voix était basse, mais nette. « Et maintenant ?» Henri ne répondit pas tout de suite. Il la regardait avec l'intensité d'un homme qui retrouve un visage oublié, mais sans l'imposer. « Maintenant, tu fais ce que tu veux de cette vérité. Ce n'est pas une injonction. Ce n'est pas une obligation. Tu as le droit de ne pas la vouloir.
mais elle existe. Elle t'appartient. Camille prit enfin le dossier entre ses mains, l'ouvrit, parcourut les lignes rapidement. Son regard se fixa sur les pourcentages, les annotations. Tout y était écrit noir sur blanc. Elle referma le dossier. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de brisé en moi, quelque chose que personne ne pouvait nommer, et je me suis construite autour de ça, autour de cette absence. Elle marqua une pause, les yeux fixés sur la cheminée. Maintenant que je sais, j'ai l'impression que je n'ai plus de sol sous les pieds. Henri s'approcha, s'agenouilla devant elle, prit doucement ses mains. Tu n'as pas à choisir aujourd'hui. Tu n'as même pas à choisir du tout. Je voulais que tu saches que tu n'as pas été abandonné, que tu as été aimé et que tu le restes. Camille releva lentement les yeux vers lui. Elle semblait lutter contre une émotion violente, contenue. Alors pourquoi ai-je oublié? Pourquoi ai-je préféré fuir, quitte à devenir personne? Henri hésita avant de répondre. Parce que ce que tu as vécu t'a protégé, ton esprit t'a protégé, et parce qu'on t'a mise en danger, par mon absence, par la présence de Paul, parce que j'ai refusé de voir. Un long silence s'installa. Puis Camille se leva, fit quelques pas dans la pièce. J'ai besoin de temps, de comprendre qui je suis vraiment. Pas pour faire plaisir, pas pour réparer, juste pour me trouver. Henri acquiesça, les yeux humides. Prends tout le temps qu'il te faut. Tu es ici chez toi, que tu sois Camille, Élise ou simplement toi. Les jours qui suivirent furent marqués par une lente digestion de cette révélation. Camille ne quitta pas le domaine, mais elle changea ses habitudes. Elle passa plus de temps seule, dans la serre, dans le jardin, parfois dans la chapelle abandonnée au fond de la propriété. Elle ne parlait presque pas, mais écrivait. Dans ses carnets, dans de simples feuilles volantes. Elle ne montrait rien à personne, mais Marthe disait l'avoir vue pleurer en silence, une nuit, assise sur le banc de pierre près de la fontaine. Henri, de son côté, ne l'approchait que lorsqu'elle le souhaitait. Il lui proposait parfois un thé, une promenade, une visite des caves. Parfois elle acceptait, parfois elle refusait. Il respectait chaque silence. Il ne cherchait pas à combler l'absence. Il apprenait à la connaître autrement. Un soir, Camille entra dans le salon ouest, alluma la lumière, s'assit au piano. Elle posa ses mains sur les touches, sans jouer immédiatement. Henri l'entendit depuis le couloir. Il ne bougea pas, resta figé, les yeux fermés. Elle joua la mélodie originelle, celle qu'il partageait autrefois. Mais à la fin, elle ajouta des notes différentes, nouvelles, comme si elle réécrivait la fin d'une phrase ancienne. Elle ne cherchait pas à revenir. Elle écrivait autre chose. Elle était prête à reconstruire, pas à restaurer. Et Henri comprit que c'était cela, le véritable retour. Le printemps approchait lentement sur les terres de Bordeaux. Les premiers bourgeons apparaissaient sur les vignes et la lumière retrouvait une douceur qui contrastait avec la froideur des mois précédents. Le manoir Beaumont, encore silencieux, commençait lui aussi à changer. Non pas dans son architecture ou dans son rythme, mais dans l'air qui y circulait. Quelque chose s'était déplacé, imperceptiblement. Depuis la confirmation de son identité, Camille, ou Élise, selon les moments, ne parlait plus de passé ni de souvenirs. Elle vivait les jours comme une suite d'essais, de gestes simples, comme si elle testait sa place dans ce lieu qu'elle connaissait sans se l'expliquer. Henri, fidèle à sa promesse, ne lui imposait rien. Il ne tentait pas de la guider, de la nommer, de l'enfermer dans une mémoire qu'elle n'avait pas demandée. Il était là, disponible, attentif mais discret. Il s'efforçait de reconstruire leur lien sans en nier les brisures. Il n'était pas question de retrouver une relation père-fille figée dans le temps. Il s'agissait plutôt de bâtir quelque chose de nouveau, dans la réalité présente, en acceptant l'absence, les silences, les maladresses. Camille occupait désormais l'ancienne chambre d'amis au 2e étage, celle qui donnait sur les vignes. Elle avait refusé de réintégrer son ancienne chambre d'enfant, que Marthe avait pourtant préparée avec soin. Lorsqu'on lui avait demandé pourquoi, elle avait simplement répondu qu'elle ne voulait pas habiter une pièce où quelqu'un d'autre avait disparu. C'était sa manière de dire qu'Élise n'était pas une identité qu'elle souhaitait endosser comme un costume oublié. C'était un passé dont elle acceptait l'existence, mais pas la reprise immédiate. Elle voulait le comprendre, pas l'imiter. Elle passait ses journées à explorer les dépendances, à ranger les vieilles affaires du grenier, à lire les carnets de bord du domaine laissés par sa mère. Elle ne cherchait pas des réponses claires, mais elle se nourrissait des traces, des objets, des récits. Elle voulait comprendre ce qu'avait été la vie dans ce lieu, non pas pour se l'approprier,
mais pour décider, en toute conscience, ce qu'elle voulait en faire. Henri, de son côté, recommençait à vivre. Son rythme restait marqué par les tâches du domaine, les rendez-vous avec les distributeurs, les visites d'inspection. Mais ses journées étaient moins lourdes. Il rentrait plus tôt. Il ouvrait les volets des pièces fermées depuis des années. Il remettait en ordre le salon de musique. Il avait même demandé à Marthe de réorganiser les dîners autour de la grande table, comme avant. Ces gestes n'étaient pas une tentative de revenir en arrière. C'étaient des signes d'une respiration retrouvée. Un soir, alors qu'ils dînaient tous les trois, Camille demanda d'un ton posé « Est-ce que maman écrivait ?» Henri leva les yeux, surpris par la question. Il réfléchit un instant. Oui, des lettres, des carnets. Elle notait tout. Ses pensées, ses doutes, ses joies. Elle disait que cela l'aidait à ne pas se perdre. Camille baissa la tête. « J'aimerais les lire, pas pour connaître ses secrets, juste pour entendre sa voix. » Henri acquiesça. Le lendemain, il lui remit une boîte en bois contenant plusieurs cahiers reliés à la main, tous étiquetés par année. Camille les prit avec une forme de solennité silencieuse. Elle passa plusieurs jours enfermée dans la bibliothèque, les lisant lentement, page après page. Elle y découvrit une femme attentive, passionnée par la musique, préoccupée par l'éducation de sa fille, amoureuse mais parfois lasse, inquiète de l'avenir, consciente du poids des apparences dans ce monde figé par les traditions familiales. Ce qu'elle lut ne l'effondra pas. Cela l'humanisa. Cela donna à sa mère une présence nouvelle, au-delà du simple souvenir figé dans une photographie. Camille commença à écrire elle aussi, pas dans le but de se souvenir, mais pour se comprendre. Elle noircissait des pages entières, parfois raturées, parfois pleines de phrases brèves. Elle n'avait pas de méthode, seulement une nécessité. Henri ne lui posait pas de questions. Il savait que chaque mot écrit était une brique dans le pont qu'elle construisait entre elle et ce qu'elle avait fui. Un jour, elle demanda à Henri de l'accompagner à l'orée des vignes, là où elle avait été retrouvée 10 ans plus tôt. Il l'y mena en silence. Ils descendirent du véhicule, avancèrent jusqu'au bord de la route. Elle s'assit sur une pierre. Le vent soufflait doucement. Elle regarda les arbres, le chemin, l'horizon. « Je ne me souviens pas du moment exact, je ne me souviens pas de la peur, mais je sais que j'ai fait ce qu'il fallait, que partir était la seule chose possible. » Henri resta à côté d'elle, sans un mot. « Aujourd'hui, je ne veux pas revenir, je veux avancer. Je veux apprendre à être celle que je suis devenue, sans effacer ce que j'ai été. » Henri hocha lentement la tête. « Et tu n'as pas besoin de choisir entre les deux. Tu peux être entière, avec tout ce que ça implique. » Camille se leva, ramassa une petite pierre sur le bas-côté, la glissa dans sa poche. « C'est là que j'ai commencé. Je ne savais pas marcher seule. Et pourtant, je l'ai fait. » Ils rentrèrent sans parler. Ce soir-là, Camille entra dans la cuisine et proposa à Marthe de l'aider à préparer le dîner. Pour la première fois, elle s'investissait dans la maison comme dans un lieu qu'elle pouvait habiter pleinement. Elle ne portait plus seulement l'histoire du manoir. Elle y ajoutait désormais la sienne. Dans les jours suivants, elle réorganisa une des salles vides du rez-de-chaussée. Elle y installa un petit bureau, une bibliothèque, un fauteuil. Elle l'appela simplement « la pièce claire ». Elle y recevait parfois Henri, parfois Marthe, parfois personne. Mais c'était son espace, celui qu'elle avait choisi, qu'elle avait défini. Henri la regardait faire, et pour la première fois depuis 10 ans, il n'attendait plus que quelque chose revienne. Il acceptait que tout recommence autrement. La reconstruction ne passait pas par le retour à une image figée du passé. Elle se construisait par le présent, fragile mais réel, pierre après pierre. Il n'y avait plus de promesses à tenir, seulement une volonté partagée, celle de continuer. L'été s'était installé doucement sur les terres du Bordelais. Les vignes, désormais couvertes de feuillage dense, respiraient un calme que seul le vent interrompait parfois. Le domaine Beaumont, depuis plusieurs mois, avait retrouvé une forme de vie, pas celle de l'avant, pas celle de la douleur ni du silence, mais un rythme nouveau composé de gestes simples, d'échanges mesurés, d'un quotidien à la fois discret et résolument vivant. Henri, désormais plus présent sur la propriété, avait redonné une forme d'ouverture au lieu. Il recevait à nouveau les anciens amis de la famille, visitait les coopératives, répondait aux demandes de la presse spécialisée. Mais ce n'était plus un homme qui cherchait à maintenir une image. C'était un père qui apprenait à être, sans effacer ce qu'il avait perdu.
Camille, ou Élise, pour ceux qui avaient accepté de revoir ce prénom, continuait à vivre à sa manière. Elle n'avait jamais exigé que l'on choisisse un nom définitif pour elle. Elle signait parfois Élise, parfois Cam, parfois les deux, et parfois rien du tout. Elle écrivait chaque jour, tenait un journal personnel, composait des mélodies au piano qu'elle enregistrait sur un vieux magnétophone. Elle ne parlait que rarement de son passé, mais elle n'en fuyait plus la trace. Elle l'avait intégré non comme une plaie, mais comme une fondation. Elle avait décidé, après de longues réflexions, de rester au domaine, sans y être enfermée. Elle y avait désormais sa chambre, son espace, son rôle. Elle participait à la gestion des activités culturelles de la propriété, aidait Marthe en cuisine lorsqu'elle le voulait et consacrait plusieurs heures par semaine à enseigner la musique à des enfants du village. C'est dans ce contexte, à la fin du mois d'août, qu'Henri lança une idée à laquelle personne ne s'attendait vraiment. Il souhaitait organiser un concert dans les jardins du domaine, ouvert au public, au profit d'un centre local d'aide aux enfants en situation d'abandon. Ce projet, d'apparence simple, portait une charge symbolique profonde. C'était une manière de transformer le silence en musique, l'absence en partage. Camille, mise au courant du projet, écouta sans réagir. Puis, après quelques jours, elle entra dans le bureau d'Henri et lui dit calmement « Je jouerai, pas pour moi, pas pour revenir, mais pour continuer. » Henri ne répondit pas. Il acquiesça simplement. Le concert fut prévu pour la dernière semaine d'août. Les invitations furent envoyées discrètement. Il ne s'agissait pas d'un événement mondain, mais d'un moment de mémoire, d'écoute, d'ouverture. Les préparatifs furent modestes mais soignés. Un petit podium fut installé sous les chênes centenaires, des chaises disposées sur l'herbe, un éclairage tamisé prévu pour accompagner la tombée du jour. Le vieux piano du salon fut déplacé, accordé, préparé pour l'extérieur. Le jour venu, les invités commencèrent à arriver en fin d'après-midi. Certains étaient des voisins, d'autres des anciens amis de la famille, d'autres encore de simples habitants du village curieux de découvrir ce moment unique. Henri les accueillait avec simplicité, vêtus sobrement, sans effusion. Marthe servait des boissons fraîches et des amuse-bouches à base de produits locaux. L'atmosphère était calme, presque suspendue. Camille apparut peu avant l'heure prévue. Elle portait une robe simple, sans ornement. Ses cheveux étaient attachés en arrière, laissant son visage dégagé. Elle ne salua personne. Elle marcha lentement jusqu'au piano, s'assit et attendit que le silence se fasse. Les regards étaient tournés vers elle, certains reconnaissant l'enfant disparu, d'autres découvrant une jeune femme à l'histoire singulière. Elle commença à jouer sans un mot. La mélodie était douce, subtilement construite. Elle reprenait les premières notes de la composition qu'Henri avait écrite pour Élise, mais avec des variations. Chaque phrase musicale semblait porter une intention nouvelle, un souvenir, un espoir. Le morceau dura un peu plus de 10 minutes. À la fin, un silence profond s'installa, suivi d'un long applaudissement. Camille ne se leva pas immédiatement. Elle resta assise, les mains posées sur ses genoux. Puis, dans un geste qui surprit l'assistance, elle se leva, s'avança vers le centre du podium et désigna Henri du regard. Elle l'invita à la rejoindre. L'homme s'approcha, hésitant, les mains légèrement tremblantes. Lorsqu'il fut à ses côtés, elle se tourna vers le public. « Voici mon père », dit-elle simplement. Elle n'ajouta rien. Les mots étaient suffisants. L'assemblée applaudit à nouveau, mais ce n'était plus un hommage musical. C'était une reconnaissance, un moment de vérité partagé. Après le concert, Camille ne resta pas pour les discussions. Elle retourna au manoir en silence. Henri, lui, resta parmi les invités, recevant des mots de soutien, des marques de respect, mais toujours avec retenue. Il ne voulait pas que ce soir devienne une célébration de son propre parcours. Ce qui comptait, c'était que sa fille avait choisi de jouer, non pas pour se rappeler qui elle avait été, mais pour affirmer ce qu'elle était devenue. Dans les jours qui suivirent, la vie reprit son cours au domaine. Rien ne changea radicalement, mais tout était désormais imprégné d'une forme de clarté nouvelle. Camille continua ses activités, ses écrits, ses compositions. Henri poursuivit la gestion du domaine, avec cette présence discrète mais constante qui le définissait désormais. Marthe, fidèle à elle-même, veillait sur chacun avec cette bienveillance silencieuse dont elle seule avait le secret. La musique ne remplaça jamais les mots, mais elle resta présente comme un fil ténu entre les jours. Elle ne cherchait pas à consoler ni à expliquer. Elle rappelait simplement que, malgré l'oubli, malgré la fuite, malgré les années volées,
Une note, lorsqu'elle est juste, peut encore tout dire.